Bonjour et bienvenue dans ce cours d'économie régénérative et redistributive. On y parlera également de collapsologie. Voilà, pour ce dernier cours théorique, on va parler d'un petit peu d'une mise en perspective finalement des modèles classiques qu'on a vus dans le contexte contemporain actuel. Et notamment, ben voilà, faire un petit peu une analyse de ce qu'on pourrait appeler le, le principe de durabilité, c'est-à-dire un certain équilibre entre des principes économiques, des principes sociaux et des principes écologiques. Et ben voilà, avec la première chose qu'on doit remettre en question, c'est cette envie qu'on a de promouvoir la croissance et finalement l'injonction qui est derrière tous les modèles qu'on a vus, aussi bien en microéconomie qu'en macroéconomie, d'aller vers une augmentation du PIB, de la croissance, quoi. Et ben, finalement, quand on y réfléchit un petit peu, ben, cette croissance, ça ne peut jamais être que quelque chose de temporaire. On ne peut pas, dans un monde fini, on ne peut pas croire de manière euh, perpétuelle, infinie. Ça, c'est pas possible. Euh, et si jamais on met ça en place, ben, la meilleure métaphore qu'on peut avoir, c'est celle de cellules humaines qui se mettraient à croître indéfiniment dans notre corps fini. Et ben, ça crée un cancer et ça finit par faire mourir le corps. Ben, cette métaphore, je pense qu'elle peut être appliquée à l'économie et on va voir ce qu'on peut en faire ici avec cette économie régénérative et redistributive dans un premier temps. Donc voilà, pour la petite boutade, hein, au commencement, tout était bio et gratuit. Ensuite, nous avons fait des progrès. Et ces progrès qu'on essaye de nous vendre dans la science économique via cette croissance, c'est de dire, ben voilà, s'il y a croissance économique, il y aura forcément plus d'emplois pour tout le monde, il va y avoir forcément plus de pouvoir d'achat pour tout le monde aura envie de faire confiance à l'économie, on va se mettre à consommer plus, à produire plus, et donc ça créera encore de la croissance économique. Et tout ça est vraiment super via évidemment des mécanismes où on va avoir plus de budget au niveau de l'État pour pouvoir mieux compenser les injustices économiques. On va avoir des flux financiers qui viennent magiquement depuis l'extérieur de notre système macroéconomique. On va avoir plein de rentrées fiscales, de l'innovation technologique et tout ça va être le plus beau des mondes, en tout cas d'un point de vue économique. Bon, alors il y a deux grands accros dans ce schéma théorique. Le premier, c'est que ben, il y a aussi une autre manière, un peu moins positive de voir les choses, et que ben, ce discours nécessite un petit peu d'être temporisé, même dans ces plus beaux moments de gloire, cette économie de la croissance ne peut pas aller sans certaines crises. Ok. Donc à intervalles réguliers, de toute façon, on va avoir des crises. Ces crises vont amener un certain nombre d'inconvénients dans cette mécanique bien huilée qu'on nous vend avec la croissance économique. Hein, j'en ai mis quelques-unes ici, de l'évasion fiscale, du chômage, de l'inflation, des inégalités, beaucoup plus problématique encore, une baisse de confiance dans la démocratie et des dérives vers des, des pouvoirs plus autoritaires, la dictature financière, la surconsommation, le marché noir, l'obsolescence programmée et encore plein de choses qui vont avec cette croissance économique. Donc, voilà, ça c'est le premier bémol, c'est qu'on ne peut pas dépeindre cette science économique que en
en observant ses bons côtés, sans les équilibrer avec des côtés qui sont plus désagréables. Voilà. Deuxième chose, et pas des moindres, finalement, la science économique essaye de tout résumer à un flux d'argent. Mais un flux d'argent, ça ne peut pas mesurer l'utilisation qu'on fait des ressources planétaires. C'est, c'est juste trop réducteur. Et donc, dans ce cours, on va essayer d'arriver finalement à explorer des pistes pour mieux comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir équilibrer dans un premier temps les ressources écologiques, mais aussi finalement un certain bien-être social, et comment est-ce qu'on peut partir de notre conception économique actuelle pour aller vers une conception plus équilibrée des choses à optimiser dans notre euh, on peut l'appeler toujours l'économie, hein, mais il va falloir que on la réinvente, cette économie. Voilà, très bien. Alors, le premier point qui est assez intéressant, c'est celui de la mesure de ce qu'on peut après appeler une empreinte écologique. Et le principe est simple, l'application l'est moins. Le principe, c'est de se dire que ben, la Terre produit toute une série de ressources, hein, conceptuellement, ben, hein, il y a de l'énergie qui arrive sur Terre gratuitement, entre guillemets, via le Soleil, et qui crée toute une série de ressources, et ces ressources peuvent arriver à nous faire vivre avec tout notre écosystème. Euh, on pourrait, hein, en tout cas on essaye de calculer finalement quel est le montant de ces ressources que la Terre pourrait produire, ou produit en fait, et finalement quelle est la part de ces ressources que nous en tant qu'humains on utilise. Et bon, le calcul est compliqué et donc forcément discutable, mais on va pas rentrer dans le détail de ce calcul. Euh, Même à la grosse louche, on voit que le jour où on dépasse cette quantité hypothétique, eh ben, il se rapproche de plus en plus du 1er janvier. Ok. Hein, donc on peut dire que encore plus ou moins dans les années 50, on arrivait encore à vivre des ressources qui étaient produites globalement par la Terre. Et mais depuis quelques dizaines d'années, hein, mettons depuis les années 70, hein, on va prendre comme base pas mal de choses dans les années 70 pour différentes raisons dans cet exposé. Euh, et depuis les années 70, eh cette, euh, cette consommation au-delà de ce que produit la planète, hein, est à l'œuvre et est de plus en plus à l'œuvre. Voilà. Alors, ça amène toute une série de réflexions. La première, et celle-là, il faut pas l'oublier, c'est que ben, nos ressources sont limitées, et ça, on peut rien y faire. On va devoir réfléchir à retourner à une consommation dans la limite de ces ressources. Euh, voilà. Euh, les deuxième et troisième choses auxquelles on peut penser, c'est que par rapport à la mesure de cette empreinte écologique, eh ben, on a tendance à limiter ça à une mesure CO2, hein, en tonnes de CO2 équivalent, parce que ben, il y a pas mal d'attention pour le moment qui est liée ben, au réchauffement climatique, et le CO2 est le gaz à effet de serre le plus, hein, celui dont, dont la cause est la plus importante. Voilà. Donc voilà, on verra un peu plus tard il y a quand même pas mal d'autres dimensions que ce CO2 qui sont importantes. La,
La troisième chose, voilà, dont je voulais parler, hein, et ça, c'est très clair dans les derniers rapports du GIEC, c'est que on a l'impression ici que ce que produit entre guillemets la Terre en un an, c'est quelque chose qu'elle va continuer à produire et à produire et à produire. Il y a plusieurs limitations à ça, c'est que notamment au niveau du CO2, eh ben, il y a une partie de ce CO2 qui est absorbée par la Terre, mais qui est absorbée au niveau des océans, c'est-à-dire que ben, le CO2 il se dilue hein, dans l'océan et au passage il fait un peu d'acidité d'ailleurs, ce qui est pas génial pour toute une série de choses. Mais ce qui va se passer si jamais on arrive à retourner en dessous de ce que on estime fabrique, enfin que la Terre nous fabrique comme ressource chaque année, c'est que ce CO2 qui a été emprisonné dans les océans, eh ben, il va ressortir. Ok, c'est une espèce il y a une espèce d'osmose qui fait que le CO2 rentre quand il est en grande concentration dans l'atmosphère. Mais si jamais on arrive un jour, et j'espère qu'on va arriver un jour, à émettre moins de CO2, ben, tout le CO2 qui a été entre guillemets produit dans ce modèle par les océans, c'est-à-dire il a été absorbé, euh, eh ben, il va ressortir aussi net. Donc ça, deux choses qui sont donc importantes, des limitations de ce modèle. Voilà. Ce que on peut retenir, n'empêche, de cette démarche, c'est que ben, notre façon de fonctionner actuelle est un échec écologique total. Échec écologique total. Voilà. Et et ça, c'est une scientifique, Kate Raworth, qui nous le dit avec un magnifique modèle du donut. C'est que non seulement c'est un échec écologique total, mais pas que au niveau du changement climatique, hein. Vous voyez le climate change là tout en haut, c'est une des nombreuses dimensions dans lesquelles notre modèle est un échec total, hein. Et donc, voilà, il y a certaines de ces dimensions qui sont pas encore mesurées, mais grosso modo, chaque fois qu'on en mesure un, eh ben, on a l'impression qu'il est dépassé. Ok. Il est dépassé, et c'est chaque fois qu'on arrive à une mesure adéquate des capacités de la Terre, ben, on se rend compte qu'on les a déjà dépassées. Donc voilà, toutes les dimensions écologiques, changement climatique, acidification des océans, pollution chimique, euh, qu'est-ce qu'on a encore? Hein, NO2 et phosphate, des niveaux de nitrogène et de phosphate, de la disponibilité de l'eau fraîche, l'utilisation des terres, la biodiversité, la pollution de l'air, la couche d'ozone, ben, tout ça, ce sont des choses qui doivent être tenues à l'œil, ok, selon Kate Raworth. Et ça n'est jamais que ce dont on se rend compte en tant qu'humain. Donc il peut y avoir d'autres dimensions qui vont se rajouter dans ce donut. Voilà. Et pour terminer la puissance de ce donut, eh ben, non seulement nos politiques actuelles sont un échec écologique, mais ce sont aussi un échec social. C'est-à-dire que même si on a vu au premier cours que globalement la pauvreté extrême avait diminué, euh, il y a de bonnes raisons de croire que ce mouvement va s'arrêter pour le moment. Et on n'est pas arrivé non plus à l'éradiquer, cette pauvreté extrême. Et donc, il y a toute une série d'humains au niveau mondial qui n'ont pas le minimum d'énergie, le minimum d'eau, le minimum de nourriture, d'accès à une politique sociale, de l'éducation, un revenu équitable, accès à une justice, qui ont le droit de vote, qui ont une certaine équité sociale, qui ont une certaine égalité en termes euh, de, de de genre notamment, qui ont une maison, ne sais-ce que ça, hein, ou un réseau de relations sociales acceptable. Toutes ces choses, ben voilà, il y a des humains dans le monde qui n'y ont pas accès. Voilà. Euh, bon, alors,
du coup, Kate Raworth, elle nous présente ce donut-là, et elle dit, ben ça, pour moi, ça peut être un dashboard, une manière de fixer nos objectifs. Ok. Et ça, ça reste un bon consensus actuel, hein, c'est de se dire, ben voilà, on a un certain nombre de dimensions écologiques qui constituent des ressources, euh, une limitation des ressources qu'on peut consommer. Et on a un certain nombre de planchers sociaux qui sont les limites qu'on estime acceptables pour la vie humaine. Voilà. Et l'espace dans lequel on peut gérer notre économie est entre ce plancher et ce plafond. Voilà. Très bien. Alors, bon, ben, je vous l'ai déjà présenté, je vous l'ai déjà dit, hein, que ces différentes dimensions, ben, elles sont un petit peu toutes dépassées, hein. Il y en a quelques-unes qu'on n'a pas encore réellement bien mesurées, hein. Le dernier qu'on a, duquel on a pas mal parlé, hein, c'est ce niveau de biodiversité absolument catastrophique, hein. Le nombre d'espèces et le nombre de- d'individus dans chaque espèce diminue de façon dramatique. Dramatique, c'est une voilà, sixième extinction au niveau mondial. Et ça, ben, bon, c'est quand même quelque chose qui est préoccupant en plus de toutes les autres dimensions. Voilà, je ne vais pas vous parler spécifiquement de chacune des dimensions. On va essayer de voir maintenant ben, qu'est-ce qu'on peut faire de cet état des lieux. Ok, hein, donc on dit voilà, socialement on n'y est pas, écologiquement ça crée beaucoup de problèmes. Bon, hein, donc notre objectif serait de descendre de la consommation qui est maintenant moyenne mondiale, je dis bien moyenne mondiale, hein, d'une planète et demie à deux planètes, ok, au niveau de voilà de l'humanité, et d'arriver à tout doucement réduire finalement cette consommation, cette empreinte écologique. Voilà, c'est comme ça qu'il faudrait le dire. Réduire cette empreinte écologique au niveau de ce que la Terre peut régénérer, voilà, facilement. Et donc, quoi qu'on en dise, la trajectoire actuelle, bah, elle continue globalement, hein, dans cette trajectoire. Le graphe, il n'est pas tout nouveau, hein, vous voyez qu'il s'arrête au plus ou moins 2010, mais ce qui a été fait depuis 2010 ben, ne nous a pas aidé à significativement descendre en dessous. Donc on a un problème structurel, hein, lié au fonctionnement de notre système. Et pour revenir à nos hypothèses de base dans nos modèles économiques, eh ben, ça va être le calcul du PIB, hein, donc d'une certaine croissance finalement, le fait que les producteurs veuillent maximiser leurs profits et le fait que les consommateurs veulent maximiser leur satisfaction individuelle, hein, et largement matérialiste. Et ça, ces trois choses ne peuvent pas nous permettre de résoudre notre problème parce que c'est probablement ces trois choses qui ont mené au problème, hein. Donc c'est ces trois manières de voir le monde. La croissance, le désir de maximiser son profit et le désir de maximiser sa satisfaction individuelle. Alors, comment est-ce qu'on va y aller? La première chose auquel on a pensé, c'est d'améliorer l'efficacité euh, de de ce qu'on utilise. Voilà. Euh, alors, c'est bien, hein, d'améliorer l'efficacité, hein, donc si on arrive à produire plus avec une empreinte écologique moindre, bah, moi je trouve qu'il ne faut pas cracher dessus,
hein. Exemple relativement récent, on avait une voiture thermique et cette voiture thermique, eh ben, on a dit bah une voiture électrique c'est quand même vachement mieux, ça consomme moins de ressources, hein, et donc ben voilà, il faut passer à la voiture électrique. Ok, très bien. Hein. Ça nous permet effectivement, hein, alors, ouais, on est globalement d'accord sur le fait qu'une voiture électrique consomme moins d'énergie et cette énergie est plus facilement renouvelable qu'une une, euh, une voiture qui consomme du pétrole. Très très bien, on est d'accord avec ça. Du coup, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on achète une voiture électrique. On achète une voiture électrique et ben, ça nous permet de faire un peu des économies en termes de coûts de carburant, ça nous permet d'alléger notre conscience, hein, et donc on se dit, ah ben voilà, puisque j'ai une voiture électrique, ben, je vais pouvoir continuer à rouler avec de manière intensive. Et en fait, une partie du gain qui a été fait du fait de passer d'une voiture à explosion à une voiture électrique, eh ben, il est affaibli par ce qu'on appelle un effet de rebond, c'est-à-dire vous allez faire des économies financières avec ce gain d'efficacité et cette économie financière, vous allez la réinvestir dans d'autres choses, dans notre petite métaphore de la voiture électrique, eh ben, vous allez vous dire que vous pouvez conduire un peu plus loin, hein, aller partir en week-end avec votre voiture. Et puis vous allez dire que puisque vous avez fait des économies, eh ben, vous allez pouvoir vous payer un ticket d'avion pour aller en vacances. Et finalement, ça va même mener parfois à plus de consommation que s'il n'y avait pas eu ce gain d'efficacité. Voilà, donc l'efficacité globalement c'est un bon principe, mais l'efficacité pure mène à un effet rebond qui finalement nous pousse à consommer plus. Et donc soit une partie du gain d'efficacité est mangée, soit l'effet rebond est parfois même plus grand que le gain d'efficacité et donc ça nous fait consommer encore plus, enfin ça augmente encore plus l'empreinte écologique. Bien. Alors, deuxième piste, ben, plutôt que faire seulement du gain d'efficacité, on va régénérer, on va mettre en place ce qu'on appelle une économie circulaire. Hein, on va passer du linéaire au circulaire. Ça, c'est très bien. Ça veut dire que plutôt que d'utiliser des ressources nouvelles à chaque fois qu'on extrait de la terre, eh ben, on va utiliser nos déchets comme de nouvelles ressources. On va les régénérer. Et donc ça va permettre d'utiliser moins de ressources et ça paraît assez pas mal, hein, de jeter moins et d'utiliser moins de ressources et finalement de réutiliser, de recycler, etc., etc. Bon, alors, lançons-nous sur cette piste-là. J'ai été chercher finalement les 7 piliers de l'économie circulaire, hein, donc il y a pas mal de choses qu'on peut repenser avec cette économie circulaire et qui fonctionne assez bien. Hein. On va essayer de s'approvisionner de manière durable, hein, c'est-à-dire ben, dans nos approvisionnements, voilà, de limiter au maximum ce qui va être pris et ce qui va dégrader la Terre, hein, les conditions humaines, hein, c'est-à-dire l'exemple typique ce serait le travail des enfants, etc. Deuxième axe, on va essayer de faire une éco-conception. Alors ça aussi, ça va nous aider à produire de manière plus circulaire, hein, c'est-à-dire que dès le départ, on va penser en termes de cycle de vie total de ce qu'on produit. Hein. Donc moins de matière à l'entrée dans ce qu'on produit, allonger la durée de vie, hein, et faciliter réparation et recyclage, hein, c'est-à-dire le prévoir dès le moment où on fait quelque chose, prévoir que ben, il va falloir le démonter, le réparer, etc., hein, et que donc ça doit être possible.
Voilà. Troisième pilier au niveau de l'offre, on va dire ça comme ça, de ce qu'on peut faire au niveau de l'offre dans la circularité, c'est créer des réseaux territoriaux, c'est-à-dire que entre entreprises, il va falloir trouver ce que on peut faire des déchets de certaines entreprises comme intrants dans d'autres industries, hein. Et donc finalement, il y a une espèce de mise en réseau comme ça qui est nécessaire pour optimaliser la gestion, la réparation, etc., etc. Bien. Euh, Quatrième axe, à la limite entre l'offre et la demande d'ailleurs, hein, c'est économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire que plutôt que de posséder quelque chose, on va essayer de se partager, hein, des choses pour que tout le monde l'est au moment où il en a besoin, mais voilà, par exemple, plutôt que de posséder votre voiture, vous allez partager la voiture, comme ça, plutôt que de rester sur le trottoir, votre voiture, eh ben, elle sera utilisée par quelqu'un d'autre au moment où vous n'en avez pas besoin. Très très bien. Bon, au niveau de la consommation, hein, on va pouvoir aussi, voilà, euh, amener une espèce de consommation responsable, hein, voilà, au niveau de l'achat, hein, pour choisir finalement les choses qui sont les plus écologiques et qui ont un impact social le plus positif possible. On va essayer de consommer de manière collaborative, hein, et d'utiliser les choses de manière à les faire durer le plus longtemps possible. Ok. Donc il y a aussi au niveau du consommateur, hein, il y a pas mal de choses qu'on peut faire, y compris évidemment essayer de réemployer les choses, hein, si vous avez une bouteille, vous l'avez terminée, vous pourriez, hein, en faire un arrosoir, là ce serait, hein, le réemployer. Réparer plutôt que racheter, hein, même souvent à coût équivalent, c'est souvent moins cher de racheter que de, de réparer, mais il faut faire l'effort de réparer si on veut y arriver à la circularité, hein. Voire voilà, réutiliser, hein, c'est-à-dire ben, voilà, le contenant dans lequel vous avez mis, je sais pas, les aliments que vous avez été acheter, eh ben, vous devez, voilà, il y a quelque part, il faudrait reprendre ce contenant pour aller racheter. Très bien. Très très bien. Donc il y a et finalement le recyclage peut aussi, hein, fonctionner, c'est-à-dire que euh, même si c'est pas finalement ce qui est le plus efficace, mais voilà, on pourrait le verre, hein, le refondre et le réutiliser. Ok, ça peut fonctionner, même si voilà, ça demande de l'énergie, hein, quand même tout ça, donc c'est pas le mieux, mais voilà. Ça fait partie des piliers de la circularité, hein. Et ça, ben, ça aide, hein, ça aide, c'est pas mal. C'est souvent présenté comme le fin du fin de ce qu'on doit faire en termes de durabilité. Ce qu'on va voir ici, c'est que c'est pas... alors, c'est bien de le faire, c'est bien de les faire, mais il y a plusieurs problèmes, hein. Euh, le premier problème, c'est que le- l'unité de mesure qu'on utilise pour montrer ce qui est bien de ce qui est moins bien, hein, l'argent, hein, et ben finalement n'est pas toujours le meilleur indicateur de circularité. C'est-à-dire que ben, mettre en place cette circularité, on l'a vu par les piliers précédents, c'est mettre en place des choses qui sont plus complexes que juste aller arracher les ressources à la terre et les transformer, hein. Donc ça va amener finalement de la complexité qui est difficile à gérer, il faut dire ce que c'est, hein, qui est plus compliqué à- à gérer. Et c'est difficile, vu que le prix n'est pas un bon indicateur de la circularité, de savoir finalement que consommer, hein, pour optimiser cette circularité.
Voilà, donc ça c'est un premier problème, le problème de mise, enfin les problèmes de mise en pratique de cette circularité, et ils sont nombreux, on ne peut pas les ignorer. Le deuxième problème, c'est que l'impact réel de la circularité ne suffit pas à compenser la croissance. Et euh, ça fait ça fait mal à entendre, certainement. Je vous mets ici, c'est un ingénieur qui travaillait dans l'industrie du recyclage et de la récupération et qui a fait une étude là-dessus. Et c'était très, très décevant pour lui de se rendre compte que même une industrie qui arriverait à rendre circulaire 80% de ses ressources, ok, c'est un chiffre euh, qui, au vu de ce qu'on arrive à faire actuellement, est énorme. C'est déjà un beau chiffre, 80%. Ok. Donc, même si on arrivait à circulariser 80% des ressources, eh ben, on ne retarderait que de 60 ans le niveau d'empreinte écologique qu'on créerait avec nos différentes industries. Donc, la conclusion de ceci, elle est double. La première, c'est que toute circularité n'a de sens que si on se rapproche de 100%. Ok. Donc, voilà, quand on met en place quelque chose de circulaire, voilà, il faudrait arriver à une circularité de 100% stricte. Voilà. Toute non-circularité ne serait qu'un report du problème. Si c'est pas à 60 ans, ce sera plus, hein, mais voilà, les temps géologiques sont longs, hein, donc on devrait se fixer une limite stricte de 100%. Et la deuxième chose, c'est que on ne pourrait pas finalement continuer à croître grâce à cette circularité. Ok. Ça veut dire que euh, finalement, la circularité ne permet pas cette croissance verte. Ok. Et ça, c'est souvent ce que l'industrie essaye de nous vendre. Oui, on va faire de la croissance verte. Ben, c'est du bullshit. Ok, c'est ce qu'on appelle du greenwashing. La croissance verte n'existe pas, hein, ou une croissance mais inférieure à 1% par an. Donc, et seulement pour certaines choses, on pourrait, hein, ce serait de la croissance d'ajustement, ce serait pas de la croissance endémique. Voilà. Donc, conclusion ici, il faut ralentir l'efficacité, la circularité. On a mis ça en place, hein, on a mis ça en place. Et on voit ici sur le graphique de gauche, finalement, les gains d'efficacité. On dit, bah, ben, il y a des gains d'efficacité, hein, le kilogramme de CO2 par point de croissance est vraiment en train de diminuer. Ok, c'est cool ça. Mais si on voit les consommations totales sur la croissance sur le graphe du milieu et la consommation des ressources sur le graphe de droite, eh ben, ça continue. Ok, ça continue, on continue à consommer plus de ressources. Euh, voilà, hein, et ça sur tous les axes, hein, sur tous les axes qui sont problématiques au niveau de notre donut. Bien. Alors, dans ce contexte-là, ben, comment faire du business? Comment faire X business? Eh ben, il n'y a pas d'autre choix que de refuser d'exploiter les effets rebonds. Ok. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, prendre la logique d'innovation en otage par la logique de la main invisible. Ça, c'est pas possible. Ça ne sert à rien de faire de la circularité si le cercle dans lequel on veut croître augmente chaque fois en ampleur. Ça ne peut pas fonctionner à long terme. Ok. Alors, comment est-ce qu'on va créer, hein, c'est souvent ce qu'on cherche, hein, créer un discours économique plausible. Ok. Donc, il y a quatre choses qui doivent être intégrées dans ce discours. Hein. Le premier, c'est une économie circulaire, ok, à 100%, qui nous permettent par ailleurs de générer au sein d'une empreinte écologique d'une seule planète un progrès humain universalisable. Ok.
Donc, plusieurs choses, hein. Circularité, c'est-à-dire 100% de ce qui est utilisé est récupéré de quelque part, que cette empreinte écologique doit être renouvelée dans les temps auxquels auxquels, dans des temps adéquats, hein. On ne peut pas aller plus rapidement que ce qui est le rythme auquel c'est recyclé. Et que on voudrait que tout le monde puisse bénéficier de ces progrès et au minimum, enfin, avoir le minimum requis pour avoir une vie digne, on va dire ça comme ça. Voilà. Très très bien. Et bon, ce nom, hein, j'estime qu'il est toujours en recherche, hein. Ici, l'auteur nous propose, il nous faut une économie de la suffisance, et je trouve que ce terme est pas mal, même s'il n'est pas optimum, hein. On en entend d'autres par d'autres auteurs. Il nous faut une économie de la sobriété, il nous faut une économie du ralentissement. Ok, ça c'est aussi, hein, par Monsieur Paris qui propose ça. Euh, une économie de la permacircularité, ok, ce serait mettre finalement permanence et circularité dans un terme. Ça peut être pas mal. Moi je cherche toujours un terme qui soit un peu plus sexy que tout cela, hein, qui donne réellement envie d'investir sa vie dans ça, mais le principe est là. Il faut quelque chose de sobre qui nous permette de profiter du temps qu'on a, hein, qui soit... voilà. Euh, donc, pour revenir au schéma que je vous ai déjà montré, l'économie de la suffisance, être, ça va être quelque chose d'autre que ce qu'on fait pour le moment, hein. Pour le moment, on augmente l'efficacité, on met en place une certaine circularité, mais qu'est-ce qu'on voit? Ben, ça continue à augmenter. Ça continue à augmenter. Voilà, hein, donc il faut qu'elle soit ni génératrice ni dépendante d'une croissance continuelle. Ce terme croissance, on devrait l'abolir. On devrait l'abolir. Voilà. Et donc la composante essentielle et absolument indispensable que personne ne veut entendre, enfin en tout cas que peu de gens veulent entendre, hein, c'est qu'il faut s'auto-limiter. Il faut une auto-limitation intelligente, hein, et ça c'est une obligation. Si on veut continuer à évoluer et pas à régresser, il va falloir s'auto-limiter. Ok. Et donc pour ça, eh ben, on doit partir d'une amélioration continue des données comptables, physiques, ok, des limitations de notre planète, hein. On a un chouette ouvrage qui est sorti en 2022, hein, par un think tank qui s'appelle The Shift Project, qui ben voilà, nous donne un moyen de le faire, un moyen de le faire pour en ce qui concerne la consommation d'énergie et le réchauffement climatique, hein. Et donc on doit partir de ces données comptables, hein, et arriver via une espèce de sophistication et d'intelligence humaine encore à développer, à ramener, si vous voulez, cette biocapacité, c'est-à-dire cette capacité de la Terre à nous fournir ce dont on a besoin à un habitant. Et se dire, ben voilà, par habitant, il faut qu'on arrive à ce que chacun des habitants individuels ne consomme pas plus, hein, que ce qui a été renouvelé de manière gratuite par la Terre ou de manière volontaire par la société humaine, hein, voilà. Donc, cette société ici dite permacirculaire, c'est d'abord une logique de suffisance. Ok, donc d'abord se dire que on doit limiter, parce que en fait c'est le plus facile à faire de limiter euh, les choses à ce qu'on a absolument besoin. Ok, donc faudrait quelque part déterminer ce qui est, quels sont nos besoins de base auxquels on peut pas, à côté desquels on peut pas passer, et se dire que ces besoins de base sont suffisants.
C'est ça le principe de la logique de suffisance. Se dire, voilà, on a droit à ça et c'est suffisant. Ok. Voilà. Et puis, à partir de ça, eh ben, élaborer une contraction et une convergence. On va voir un petit peu comment ça va fonctionner. Hein. Euh, Avec cet objectif que ben, cette manière de fonctionner peut hein, nous permettre dans la durée de continuer à exister de manière prospère. Hein. Et donc il y a c'est une nouvelle définition de cette prospérité. Voilà. Euh, et donc cette nouvelle économie, il va falloir qu'on assume que elle sonne le glas de certains secteurs. Euh, leur disparition pure et simple, on va avoir une certaine croissance au sein d'autres secteurs, ok, ça ce sera le nouveau, mais qui n'est pas une vraie croissance, c'est un rééquilibrage finalement de nos ressources. Hein. Euh, il est normal aussi que, et ça on doit le comprendre, que il va y avoir un rééquilibrage finalement des ressources qui sont allouées au niveau planétaire. Hein. Pour faire simple, les pays les plus développés en fait consomment par habitant énormément plus que les pays euh, voilà, plus en voie de développement, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, même si le terme n'est pas génial. Hein. Et donc il y a un certain rééquilibrage à faire, hein, donc, et ça il faut donc bien l'enregistrer. Le gros de l'effort, il est surtout à faire du côté de nos sociétés à nous, hein, hein, Belgique en tête de peloton. Voilà. Euh, et oui, ce que je voulais dire aussi par le fait que certains secteurs devaient disparaître et d'autres devaient être réinventés, c'est que on ne peut pas non plus accréditer ce discours que oui, il faut revenir à un état comme on vivait à l'Antiquité, au Moyen Âge. Ce discours ne tient pas la route non plus. Il faut réellement réinventer les choses pour qu'on puisse fonctionner dans le futur. Donc c'est une vraie réinvention, il y a un progrès à piloter et c'est pas un retour en arrière. Voilà. Euh, donc voilà, rester dans les limites planétaires et donc trois leviers, efficacité, circularité et sobriété. Voilà, suffisance. Ces trois leviers-là. Hein. Donc ce qu'on fait maintenant, l'efficacité, recyclage, fonctionnalité, ça c'est ce qu'on appelle circulaire maintenant, et ça ce serait le niveau -1. Ça veut pas dire que c'est mauvais ce qu'on fait maintenant, ça veut dire simplement que c'est insuffisant. C'est réellement insuffisant. Il faudrait arriver à quelque chose d'authentiquement circulaire, c'est-à-dire que arriver à par par différentes logiques, notamment systémiques, arriver à une circularité qui est réellement de 100%, et deux, ralentir cette croissance, annuler cette croissance. En fait, il devrait pas y avoir de croissance. Euh, et donc par là, hein, il y a pas d'autre pas que de passer par une réduction de ce qu'on consomme. Hein, hein, et honnêtement, il y a de la marge parce qu'il y a plein de choses qu'on consomme qui sont absolument inutiles. Donc il faut passer par là. Ok. Et donc ça, ce serait le niveau +1, c'est déterminer le niveau de sobriété qui serait suffisant pour rester dans cette empreinte écologique d'une seule planète. Alors, mais comment y aller et comment y aller démocratiquement? Hein, ce qu'on fait actuellement, hein, donc de la circularité et des gains d'efficience, hein, c'est ce qui est appelé la trajectoire COMP, là, hein, pour compétitive. Hein, c'est ce qu'on nous vend avec le capitalisme vert. Mais le capitalisme vert, tout ce qu'il invente est bon à prendre, je suis d'accord avec ça, mais c'est largement insuffisant. C'est largement insuffisant. Donc voilà, prenons ce qu'il nous offre,
en espérant qu'ils nous mènent pas vers des cul-de-sac, hein, parce que parfois il y a certaines choses qui doivent être un peu réfléchies, voilà, hein, donc, mais là où ils nous mènent pas vers un coup-de-sac, moi je suis tout à fait d'accord d'utiliser ça. Il y a la trajectoire qu'on appelle sécurisée. Euh, Là, il y a un niveau d'exploration vers l'économie sociale, coopérative. Il y a toute une série de choses qui sont pas mal et qui sont développées et voilà, qui permettent d'atteindre de manière relativement efficace, hein, une sorte d'amélioration finalement par une meilleure répartition et par une certaine collaboration de cette empreinte écologique. Voilà. Hein, et donc il faut comprendre que dans ce coopératif, ben, il y a une composante qui est le refus de ceux qui consomment le plus de continuer dans cette dynamique-là et qu'il y ait un certain transfert vers voilà, un transfert volontaire vers euh, d'autres voilà, qui en auraient plus besoin et où ce serait plus efficace. Très bien. Et alors, il y a la trajectoire expérimentale, qui sont des modes de vie qui, pour l'instant, sont non universalisables, hein, soit parce qu'ils donnent pas vraiment envie à tout le monde, hein, il faut dire ce qui est. Voilà. Soit parce que voilà, ils sont un petit peu excentriques. Et là, ben, il y a toute une série d'expérimentations qui sont faites pour le moment et qui pourraient, hein, mener à des potentiels de solutions. Ah, voilà. Hein, donc il y a le film Demain qui date déjà d'il y a quelques années, hein, mais qui montre toute une série d'exemples qui peuvent fonctionner, hein, de ces expériences. Voilà. Et donc, il va falloir démocratiquement diriger, ben, j'ai même pas mis ici la trajectoire actuelle, hein, parce qu'il y en a encore qui sont même pas dans cet esprit de capitalisme vert, qui sont toujours dans un esprit de capitalisme complètement polluant et extractif, hein. Donc, ben voilà, il faudrait trouver quelque chose qui nous pousse à de plus en plus de cette logique extractive vers une logique de capitalisme vert, hein, vers une logique de coopération, vers une logique d'expérimentation de choses qui pourraient peut-être un jour être universalisables. Et ça, hein, avec cette contrainte de une seule planète. Voilà. Donc schématiquement, ben, c'est arrivé à aujourd'hui, enfin quand je dis aujourd'hui, le slide date d'il y a 2 3 ans, donc voilà. Ah, mais on- les choses n'ont pas beaucoup changé. 3,6 planètes, ok, une approximation tout à fait, hein, disons 4. 4 planètes nécessaires, hein, pour nous soutenir aujourd'hui. 4 planètes nécessaires. Et ben voilà, on doit arriver à une planète. Et pour ça, trois logiques, hein, trois logiques, capitalisme vert, coopération et expérimentation. Et ce qu'on doit arriver à faire, hein, et ça c'est le Shift Project qui l'estime, hein, c'est de mettre en place un cadre évolutif qui sélectionne au fur et à mesure les démarches qui nous permettent d'arriver à une diminution de notre consommation de 5% par an. Ok. Donc, pour qu'on se fasse une idée de ce que c'est une diminution de la croissance de 5% par an, c'est faire l'équivalent de ce qu'on a fait pendant la période Covid, hein. Pendant la période Covid, la croissance a diminué de 5%. Hein. C'est-à-dire que tout ce qu'on a mis en place, on va dire hein, grâce au Covid, hein, eh ben ça a permis de ralentir la croissance de 5%. Et donc ça, il faudrait le refaire chaque année. Il faudrait trouver un système qui nous permette de refaire des choses aussi drastiques que ça chaque année. Très bien. Hein. Et donc,
cette diminution de 5% par an sélectionnera finalement les démarches coopératives de capitalisme vert et expérimental qui sont cohérentes avec ça. Ok, et donc évidemment on ira de plus en plus vers ces modes de vie expérimentaux parce que ce qu'on voit c'est que le capitalisme vert ne permet pas de réduire de 5% par an, hein, notre croissance et ben, la coopération n'est pas suffisante non plus. Ok, donc il y a encore des choses à réinventer. Voilà. Hein. Il y a et, cette réduction de 5%, il faut qu'elle rentre dans notre norme collective aussi. Hein. Pour l'instant, elle n'y est pas réellement. Elle n'y est pas réellement. Hein. Donc voilà, en termes d'entreprise, ben, c'est la même chose. Hein. Travailler sur l'efficacité, travailler sur la circularité, et puis travailler sur la suffisance. Alors, travailler sur la suffisance, c'est conceptuellement plus compliqué parce que on peut comprendre comment est-ce qu'on peut diviser cette consommation au niveau, enfin cette empreinte écologique au niveau d'un habitant, mais comment est-ce qu'on va reporter cette empreinte écologique au niveau d'un habitant sur la production? Alors, ce qu'il faut faire, hein, c'est arriver à, outre l'efficacité et la circularité, à supprimer l'utilisation des effets rebonds. Voilà. Euh, Et ça peut, c'est pas, hein, d'ailleurs au niveau individuel c'est la même chose. C'est une problématique qui arrive souvent, c'est que on dit oui mais c'est pas ma consommation à moi qui change la donne au niveau de la planète, hein. Et au niveau de l'entreprise on peut se dire la même chose. C'est pas une entreprise individuellement qui va être la solution. Oui, c'est souvent, hein, c'est quelque chose qu'on entend. On se dit oui mais hein, c'est pas ce que moi. Ok, je prends l'avion, mais euh, c'est pas c'est pas mon petit voyage en avion qui va changer quelque chose. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais comment est-ce qu'on va faire ça si c'est pas individuellement quelque chose qui va changer? Mais il faut quand même que globalement on ait tous des comportements individuels, hein, et ça c'est vrai au niveau du côté consommateur, au niveau de nous, mais c'est aussi vrai au niveau de la production. Voilà. La solution qui est proposée, c'est de s'imaginer que on va se comporter d'une manière qui serait une solution si tout le monde se comportait comme nous. Ok. Ouais. Donc ça, c'est une base qu'on peut prendre, hein, aussi bien au niveau individuel que au niveau de l'entreprise. Et là, il faut bien comprendre que on va partir de l'empreinte écologique globale. On peut réduire ce qu'on peut utiliser au niveau individuel. Et on peut regarder ce qu'un individu consomme au niveau de chacune des entreprises et là diviser finalement par secteur de production la, la, la potentielle consommation que peut avoir chaque secteur de production. Ok, ça, on peut le faire. Et ben, dans cette dynamique-là, on saura ce que tout le secteur doit produire et doit consommer. Et donc, au niveau de l'entreprise individuelle, eh ben, on doit mettre en place un modèle d'affaires qui permet de rentrer dans ce cadre-là, hein, et qui, voilà, montrerait que si tous les producteurs du secteur se comportaient de cette manière-là, on arriverait à tenir notre empreinte écologique. Ok. Hein. Et donc ça passe par un refus des effets rebonds. Ok. C'est pas un discours qu'on entend souvent, hein, mais voilà, c'est celui-là qui serait finalement, hein, enfin c'est la seule voie que je vois d'ailleurs, hein, vers une comptabilité qui permettrait de rester dans cette empreinte écologique.
Voilà. Ça veut dire quoi au niveau du producteur individuel? Ça veut dire qu'au niveau du producteur individuel, il faut qu'il y ait une auto-limitation intelligente. Ok, ce refus de l'effet rebond, c'est une auto-limitation intelligente. Ok, et donc veut dire qu'on doit déterminer un bénéfice maximal de suffisance, une production maximale de suffisance, et de regarder si ce qu'on fait, ok, la manière, ce qu'on produit, voilà, permet de rester dans cette production maximale de suffisance. Oui, c'est vrai. Ok, alors ça, je peux me permettre de continuer à le faire. Hein, je reste vigilant, hein, je reste attentif à cette comptabilité de ce que je consomme par rapport à ce que je produis et voir si c'est soutenable. Mais tant que c'est soutenable, je peux continuer à produire ça et voilà, essayer de d'étendre mon modèle qui fonctionne au reste de l'industrie. Ok, de créer une émulation en montrant, voilà, moi j'arrive à produire comme ça, ben, pourquoi est-ce que vous ne le feriez pas aussi? Ok, très bien. Donc ça c'est le premier axe, hein, c'est de arriver à trouver un système qui fonctionne et de s'en servir comme de dire voilà moi je vous montre l'exemple et partir d'une logique de compétition à une logique de compétition ou dire à ses concurrents ben voilà hein, faites comme moi on arrivera à fonctionner comme ça. Très bien. L'autre chose, c'est que, et ce sera probablement le cas pour un large pourcentage de l'industrie, hein, ça il faut l'assumer, c'est que il y a toute une série de choses qu'on peut plus se permettre de produire. Ça veut dire, si on produit ça, ben on sera forcément en dehors de la limite planétaire. Et ben ça, il faut abandonner l'activité. Il faut assumer qu'on doit abandonner cette activité-là. Voilà, très bien. Hein. Ben, par exemple, hein, je sais pas, un exemple qui fait mal. Ah, prendre l'avion, ben, ce sera pas possible hein, de continuer à construire des avions dans la limite planétaire. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter, purement et simplement. Ok, ça fait mal, hein, mais c'est à ça qu'on doit arriver. Hein, à ce modèle moral, à un modèle moral aussi fort que celui-là. Très bien. Voilà, hein, et là, ben, ce qui peut donner espoir, c'est que ben, si on arrive à créer un modèle universalisable, eh ben, hein, on pourra peut-être trouver un système, hein, et ce système est encore à inventer pour voilà, universaliser cette manière de faire. Hein. Donc, il faut expérimenter, trouver une manière de faire qui fonctionne, et puis l'universaliser. Très bien. Alors il y a de nombreux défis hein, à ce niveau-là. Euh, alors il fut un temps où on devait combattre les climato-sceptiques. Hein, alors ça, c'est simplement au niveau du climat. Hein, il y a encore au niveau des autres dimensions écologiques, hein, il y a encore toute une série de gens qui sont sceptiques au niveau de ces dimensions-là. Ok, donc il y a un réel encore, il y a un réel rôle d'information qui est à faire. Mais en tout cas au niveau du climat, on voit qu'on est passé d'une démarche de climato-sceptique euh, qui devient quasiment inexistante à maintenant, en tout cas bon, au niveau médiatique, ils sont plus invités à donner leur point de vue parce que voilà, hein, je pense que le GIEC a fait voilà, un vrai combat là qui est quasiment gagné, c'est-à-dire que tout le monde est conscient que il y a un problème climatique et qu'il est bien réel. Mais on est passé à un problème qui est la réalité actuelle, c'est un problème de greenwashing. Ok, c'est nous dire, voilà, euh, hein, Google est neutre en émissions depuis plusieurs années. Hein, hein, Microsoft est négatif en émissions. Là, moi, ça me fait bien rire cette chose-là. Hein, où la voiture électrique est la solution, ou même les panneaux solaires sont la solution. Ok, ben, il y a pas mal de greenwashing là-dedans.
Ok. Euh, bon, pour toute une série de raisons, ben, on se rend compte qu'il y a des choses là qui vont dans le bon sens en termes d'efficacité. Hein, hein, c'est-à-dire que on ne peut pas nier que la voiture électrique soit plus efficace que la voiture thermique. Très bien. Mais en quoi est-ce que c'est du greenwashing? Ben, on ne pourrait pas universaliser l'utilisation d'une voiture électrique, que tout le monde puisse utiliser ça. C'est juste pas possible. C'est, c'est pas possible au niveau énergétique, c'est pas possible au niveau consommation des ressources pour construire les voitures, etc. Ok. Donc, en disant la voiture électrique fonctionne mieux qu'une voiture normale, c'est une sorte de légitimisation de l'utilisation de la voiture électrique. Or, non, je veux dire, si on veut utiliser quelque chose qui soit cohérent, ben, utilisons un vélo, possiblement électrique si on en a besoin que ce soit un vélo électrique, mais hein, c'est un non-sens d'aller faire une voiture de 2 tonnes ou même d'une tonne, alors que le, le quart serait suffisant. Voilà, le quart serait suffisant pour obtenir le même résultat. Voilà. Hein. Vous pouvez très bien aller dans une voiture qui fait 500 kg, ça marche, vous pourriez vous déplacer de la même manière que dans une voiture qui fait 2 tonnes. Donc il n'y a pas de réelle justification à utiliser une voiture de 2 tonnes, mais comme elle est électrique, on a l'impression que c'est OK. Hein, et donc ça c'est du greenwashing. Voilà. Hein, très très bien. Hein, donc, euh, efficacité, circularité ne sont pas suffisants. Il faut arriver avec une logique de sobriété, de suffisance, de dire, voilà, euh, quel est le minimum dont j'ai besoin pour faire ce que j'ai réellement besoin de faire. Voilà. Très bien. Alors, l'autre chose, c'est ben, lié finalement à les défis, c'est lié au fait que d'arriver à ce que les comportements suivent la cognition. Hein. Donc, premier défi, arriver à ce que tout le monde sache réellement ce que c'est que rentrer dans une empreinte écologique d'une seule planète. La deuxième chose, c'est de... Parce que ce qu'on observe, c'est que même les gens qui comprennent très très bien ce que c'est, ben, ils ont du mal à modifier leur comportement. C'est quelque chose hein, qui est compliqué à faire. Hein. Je suis le premier à dire, moi qui est, hein, je vous le dis ici, j'ai relativement bien conscience de ce que ce serait de rentrer dans une empreinte écologique d'une seule planète, et je suis sûr qu'il y a des tas d'autres gens qui ont cette conscience-là, mais modifier mes comportements, je trouve ça excessivement difficile. Excessivement difficile. Hein. Donc, pour arriver à faire ça, ben, il faut jouer sur donner envie de modifier hein, et éventuellement punir ceux qui ne rentreraient pas dans le rang. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Ben, la première chose, c'est qu'il faut mesurer. Il faut avoir une mesure de ce qui peut fonctionner. Hein, mesure individuelle, collective, hein, afin de pouvoir diminuer nos écarts. Hein. Deuxième défi, récompenser. Ok. Hein, il y a beaucoup de gens qui estiment que leur statut social passe encore par cette fameuse voiture de 2 tonnes. Et alors, ben, il faudrait voilà, montrer que le statut social passe par le respect hein, de cette empreinte écologique. Hein. Et ça, ben, il y a tout un nouveau, une nouvelle dimension autour de notre principe d'égalité. Hein. Les deux principes d'ailleurs vont devoir réinventer. Hein. La manière dont on conçoit l'égalité va devoir être réinventée. Donc c'est favoriser ceux qui ont les bons comportements, c'est pas l'égalité ça, hein, ok, c'est vraiment quelque chose qui doit être repensé. Enfin, c'est pas notre notion d'égalité actuelle, voilà. Hein, et l'autre notion, c'est celui qui doit être réinventé, c'est celui de la liberté. Hein, nous, on est très attachés à notre liberté aujourd'hui, hein, mais contraindre les agents, hein, tous les agents, hein, donc aussi bien l'État que les banques, que les entreprises, que les consommateurs, à
développer des comportements qui sont cohérents, eh ben ça va aller à l'encontre de nos libertés, hein, et en plus, il va falloir contrôler une certaine partie des personnes qui sont très attachées à leur liberté, qui vont, hein, créer des marchés noirs, etc., hein, pour continuer à fonctionner comme ils fonctionnent. Très très bien. Hein, et le fait de contraindre, c'est notamment aussi, hein, de- d'empêcher cette logique de les autres d'abord. Hein, c'est souvent ce qu'on entend. Oui, mais c'est la faute des politiciens qui ne font pas les lois adéquates. C'est la faute du système bancaire, hein, qui ne finance pas les projets adéquats. C'est la faute des entreprises qui produisent des choses polluantes, hein, ou c'est la faute des consommateurs qui veulent des choses qui polluent. Hein, et un petit peu, il y a un peu tous les acteurs qui font un jeu en disant oui, mais c'est l'autre qui doit. Mais non, en fait, on doit tous. Hein, on doit tous. Alors, il y a une manière de répartir ça équitablement qui doit être, hein, ça fait partie de la mesure, de la répartition, hein, et ça va être compliqué à mettre en place, hein, ou c'est compliqué à mettre en place plutôt, hein, mais voilà, il faut trouver ça. Alors, amener le législatif et le financier, hein, un peu, parce que c'est souvent les deux sur lesquels qu'on pointe du doigt. Hein. Le législatif, l'État, ben, il faut puisse inclure les générations futures. Hein. Une des idées qui pourrait être lancée, c'est d'amener une troisième chambre, hein, une troisième chambre législative qui doit accepter tout ce qui se passe, hein, et qui finalement représenterait les générations futures. Voilà. L'autre, hein, donc ce défi, il va dans le temps, hein, donc c'est-à-dire est-ce que c'est équitable via les générations futures, mais il va aussi dans l'espace, ça veut dire est-ce que nos décisions sont équitables par rapport à la répartition mondiale. Hein, il faudrait finalement arriver à avoir une manière de gérer ce qu'on peut ou ce qu'on doit faire au niveau mondial sans arriver à une dictature mondiale aussi. Hein. Donc il y aurait une certaine forme de légitimité, hein, qui pourrait être compliquée à mettre en place. Mais donc ça c'est un vrai défi aussi. Hein. Et dernier défi au niveau de la finance, hein, c'est sortir de la dictature du capitalisme, hein, de finalement tout est mesuré à l'aune de cette augmentation du capital financier. Et donc ça doit être vrai au niveau des banques, mais au niveau des entreprises aussi. Hein. On pourrait imaginer un conseil d'entreprise, un conseil d'administration qui soit hors actionnaire, hein, qui soit uniquement orienté vers des volontés sociales et écologiques. Voilà. Et tout ça doit être fait plus rapidement et de manière plus conséquente qu'aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, on est trop lent et les mesures qu'on prenne sont trop faibles. Ok. Hein. Et donc dans ce processus, il va falloir assumer deux choses. Assumer qu'on va perdre 70 à 80% de notre tissu économique. Ok. Dit de manière qui fait mal, ça veut dire qu'il faut assumer que 70 à 80% des travailleurs vont passer par du chômage, doivent se réinventer un job, et assumer que nous faisons partie de l'élite urbaine et que donc c'est à nous en premier à faire le pas de cette sobriété. Voilà, très très bien. Ok, quelques pistes, pistes pour mesurer cette comptabilité écologique intégrale, hein, comment est-ce qu'on pourrait la mettre en place? Il faut la mettre en place, hein, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir une espèce de compte qui mesure qu'est-ce que tout consomme sur les 7 axes, hein, de notre de notes. Ok, très bien. Euh, voilà, et après ça, il va falloir contraindre les modèles d'affaires à rentrer dans quelque chose qui rentre dans cette comptabilité écologique intégrale. Hein.
Et pour ça, eh ben on pourrait mettre en place une taxe sur l'empreinte ajoutée, hein. On a déjà une taxe sur la valeur ajoutée, ben c'est le principe, ce serait de voilà de créer une taxe sur l'empreinte ajoutée, hein, et d'utiliser les revenus de cette taxe, ok, pour d'abord éviter le rebond, ok, éviter le rebond et redistribuer finalement cette taxe au niveau des personnes qui euh, ont des modes de vie expérimentaux. Euh, voilà, il faut qu'on puisse financer, former ces gens, financer, alors leur permettre d'expérimenter des modes moins consommateurs. Voilà. Euh, alors, pour contraindre ceux qui voudraient, voilà, une autre idée, hein, avec ce compte ressourciel, ce serait de faire une carte de crédit à double entrée, hein. L'un serait l'argent qu'on gagne et l'autre serait un certain nombre de polluants qu'on a le droit hein, ou de, de ressources qu'on a le droit d'utiliser. Et donc, tout le monde aurait le même nombre de ressources qu'il a le droit d'utiliser. Et une fois qu'on a consommé ça sur notre carte de crédit, hein, eh ben on pourrait plus consommer. Voilà, hein. Ça, il y a moyen de le faire, hein, mais voilà, ce serait une piste qui nous permettrait de contraindre à une certaine forme d'équité et voilà, à, à une certaine, à biaiser la consommation efficacement. Voilà. Et du coup, biaiser la production efficacement, puisque ça ne servirait plus à rien de produire des choses que les gens ne pourraient plus acheter. Très bien. Voilà. Le faire dans une certaine équité, hein, je vous parlais d'élites urbaines tout à l'heure. Il est clair qu'au niveau mondial, ben, tout le monde consomme pas la même chose par tête, hein. Il y a les États-Unis qui sont là tout en haut. On n'est pas beaucoup mieux, hein, on est à peine mieux que les États-Unis. Mais donc, il est clair que dans un premier temps, on ne peut pas demander à des pays qui déjà par tête d'habitant ne consomment quasiment rien, de faire l'effort principal, hein. C'est à nous de faire l'effort principal, ce sera le plus facile à faire, le plus rapide, hein. Donc il y aura une certaine forme de convergence, hein, qui est le premier pas à faire. Et puis une fois qu'on a la convergence, on doit encore contracter, hein, toutes les choses, hein. Mais donc ça veut dire qu'il y a certaines parties du monde qui pourront continuer à augmenter leurs niveaux sociaux. Voilà. Bon, alors, conclusion de cette logique de suffisance, de cette contraction, de cette convergence, de cette culture de la permanence, ok, hein. Conclusion, mais la première conclusion, c'est que ça doit d'abord passer par un changement culturel, ok. Ce qui forme la base des modèles économiques qu'on a étudiés ensemble, ben, ils sont plus vivables. Ils sont plus vivables, hein, donc cette logique, j'ai appelé ça la logique de la main invisible. Pour moi, c'est ce qui a le mieux, qui correspond le mieux finalement à cette logique, hein, parce que parfois on appelle ça une logique du capitalisme, logique de la maximisation du profit, la maximisation de la satisfaction. La main invisible, c'est finalement un principe qui, pour l'anecdote, ne fait que quelques lignes, hein, dans le livre d'Adam Smith, qui nous dit que finalement, être égoïste, c'est quelque chose qui est ok et qui va permettre de créer de la croissance. Ok, en cherchant à maximiser mon profit, en cherchant à maximiser ma satisfaction, je vais créer de la croissance et cette croissance, elle va bénéficier à tout le monde. Ok, et cette logique-là, elle est plus valable aujourd'hui. Ok. Alors, la nouvelle logique, ben, son nom est à inventer, hein. Je voudrais qu'on trouve quelque chose qui donne envie. Hein, ça pourrait être les mains connectées, les mains partagées, les mains interportées. Euh, euh, voilà, je vous ai mis quelques dessins là qui pourraient faire fonctionner un petit peu cette manière de voir, hein. Ce qui est important, c'est que il y a
plutôt qu'une logique individualiste de maximisation du profit, de la satisfaction, il faut qu'on ait une logique systémique euh, autour d'un certain collectivisme, d'un certain meilleur partage, mais aussi d'un certain système où c'est partagé judicieusement. Je suis sûr qu'il y a moyen d'avoir autant de plaisir, voire plus de plaisir à vivre ensemble en partageant intelligemment plutôt qu'en cherchant chacun à maximiser voilà, sa satisfaction individuelle. Et, hein, et et quand on parle de satisfaction individuelle, je parle aussi de logique qui tourne uniquement autour de l'humain. Ok, il y a dans les logiques systémiques, c'est comprendre que en s'entraidant entre humains, on arriverait à être plus heureux, mais c'est aussi à se dire en s'entraidant entre espèces, on arriverait à trouver des, des voies qui nous amèneraient à plus de plaisir, euh, interespèces aussi. Voilà. Hein. Donc ça veut dire que cette logique de satisfaction, elle doit forcément passer à une logique de suffisance. Ok. Plutôt que de maximiser sa satisfaction, il y a un changement culturel qui devrait développer le plaisir de avoir quelque chose qui est juste suffisant pour rencontrer notre besoin. Hein, et voilà. Hein, ce recherche de la suffisance minimale, c'est quelque chose qui doit rentrer dans notre mode de fonctionnement. Ok. Hein, et donc, plutôt qu'une maximisation de la croissance, hein, il y a une logique de plafonnement au niveau macroéconomique qui doit absolument être mis en place. Hein, et au niveau des externalités, hein, les externalités, c'est un concept bien connu qui dit qu'il y a un certain nombre de choses qui sont gratuites, les externalités de la nature, hein, et donc qu'on peut utiliser ça gratuitement. Et puis il y a les externalités de notre fonctionnement qui sont nos déchets qui sont jetés. Hein, et donc ça, il faut qu'on repense, hein, avec une régénération, ok, de nos déchets, hein, et une utilisation exclusive de nos déchets régénérés, c'est ça. Et ou éviter. Voilà. Si je ne suis pas capable de fonctionner avec des intrants qui sont exclusivement des extrants d'autres systèmes, je dois éviter d'utiliser ça. Voilà. Très bien. Voilà. Et une victoire serait, hein, de mesurer à l'aune de ce donut. De ce donut. Est-ce qu'on arrive à rester à l'intérieur du donut? Ben ça, ce serait une victoire sur les deux fronts qui serait une réussite. Très très bien. Et ça, ben, hein, il y a au niveau du climat, hein, le GIEC fait un travail formidable, rapport qui est sorti il y a quelques semaines, hein, le résumé de tous les rapports précédents était sorti il y a quelques semaines. Et là, on voit que, ben voilà, hein, il y a des voies qui sont explorées, qui pourraient, hein, nous permettre d'y aller si concernant le climat. Hein, et qui dit ben voilà, hein, on voit qu'il divise les activités à réaliser entre différents secteurs, hein, ce qui est possible de faire, hein, et le code couleur, hein, en bleu c'est ce qui coûte le moins cher, en jaune juste après, et puis ce qui coûte le plus cher. Hein. Et là on peut voir, hein, quels sont les premiers axes à attaquer, probablement ceux qui coûtent le moins cher en premier. Hein. Voilà, hein, développer l'énergie solaire, l'énergie éolienne, le nucléaire, bah ça, du point de vue énergétique, c'est ce qui va nous coûter le moins cher. Hein. Et puis passer à d'autres choses, hein, qui sont nécessaires, hein, au niveau de l'utilisation et de l'eau et de la nourriture, qu'est-ce qui serait le mieux à faire en premier, hein, etc., etc. Donc ça, je trouve que c'est voilà, une approche. Hein, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Et ça nous permet, hein, je vous invite d'ailleurs à lire, hein, ce dernier rapport du GIEC, c'est absolument essentiel de bien comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, donc, mais ça c'est seulement pour le climat, hein, donc il y a les autres dimensions qui sont importantes. Ce qu'on peut se demander, c'est où est-ce qu'on en est. Euh, et ici, je vais exclusivement regarder où est-ce qu'on en est au niveau du climat.
hein, du réchauffement climatique. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est le mieux documenté, hein, par le GIEC dont je viens de parler. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? Deux choses. La première chose, c'est que les efforts qu'on fait actuellement, hein, doivent être de 3 à 6 fois supérieurs au niveau actuel si on veut rester dans cette limite, hein, de 2 degrés d'augmentation. Ok. Donc, c'est important de bien dire ça clairement. C'est bien tout ce qu'on a dit avant. Il y a moyen de faire des choses. Ces choses sont d'une certaine manière documentées, d'autres sont encore à faire, mais voilà, le rythme auquel on le fait et l'urgence qu'on donne à ces choses-là sont amplement insuffisants. Ok. Il faudrait y mettre 3 à 6 fois plus d'énergie. Ok. Autrement dit, la réduction des 5% par an, on n'y est absolument pas. On n'y est absolument pas. Voilà. Et donc, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que avec les politiques qu'on fait actuellement, eh ben, ce réchauffement va de toute façon arriver. Il va de toute façon arriver. Alors, du coup, on peut rentrer dans une autre dimension qui est plus l'économie régénérative, qui est la collapsologie. Ok, et ceux qui sont plutôt dans cette voie-là, et ce qu'ils disent, c'est que ben, de toute façon, notre civilisation, elle va sombrer. Ok, alors comment est-ce qu'on navigue dans un bateau qui sombre, hein? Voilà, politique du Titanic. Allons-y. La base théorique de, ces collapsologues, c'est de dire, ben voilà, ce dont on parle aujourd'hui, hein, des limitations planétaires, etc., etc., la base de ce savoir, c'est 1972, le rapport Meadows. Hein, le rapport Meadows, c'est un rapport qui a été commandé par le Club de Rome, et ce Club de Rome, il a dit où est-ce que ça nous mène finalement cette croissance, hein, et voilà. Le résultat de ce rapport, hein, c'est de nous dire que cette croissance allait nous mener finalement à une diminution un jour ou l'autre, hein, et là, il l'estime plus ou moins aux années 2020, donc maintenant. Ok, une diminution systémique de tout ce qu'on peut connaître, hein, la nourriture par tête de pipe, le nombre de services par tête de pipe, voilà. Donc tout notre bien-être matériel va commencer à décliner à partir de maintenant, et de ça va découler une diminution de la population. Alors ici, on voit elle est gentille, euh, mais voilà, elle pourrait être plus abrupte. On va en reparler. Euh, Ce qui est important aussi au niveau de cette réflexion de la collapsologie, c'est que les solutions à ce problème existaient déjà au niveau des années 70 aussi, hein. Je voyais ici les principes de la permaculture, hein, qui ben voilà, sont le, une réflexion qui sont des principes issus de 1967. Ok, donc c'est au même moment, plus ou moins, on constate un problème et on a les solutions devant nous. On a les solutions devant nous, hein, je vais pas regarder un petit peu, hein, mais donc il y a une espèce de, de volonté de rentrer dans une approche systémique qui pourrait nous permettre consommer ce qu'on réutilise dans chacun des systèmes. Voilà. Alors, rapport du GIEC 2023, l'adaptation ne permet pas d'éviter toutes les pertes et préjudices. Ok. Et c'est quelque chose qu'il faut intégrer. C'est que même si on fait tout ce qu'il faut pour rester dans ce 1,5 ou 2 degrés, hein, et ça comprend diminuer de 5% par an ce auquel on n'arrive pas encore. Ok. Mais même si on arrive à faire ce qu'on n'arrive pas encore à faire, eh ben,
on aurait des préjudices. Des préjudices. Hein, des préjudices graves. Ok, on va voir un petit peu après. Hein. Principaux obstacles, eh ben, c'est toujours la même chose. Hein. Le secteur privé ne suit pas, les citoyens, les banques ne suivent pas, les politiques ne suivent pas. Ok, il n'y a pas un assez grand sentiment d'urgence. Voilà. Hein. Donc, premier mythe à côté duquel il faut pas passer, ça, on va gérer. Hein. Oui, on n'y arrive pas encore maintenant à faire réduire ces 5%, mais on va y arriver. Ok. Alors, ben, honnêtement, il y en a beaucoup qui doutent du fait qu'on arrive. Ok. Moi, j'ai encore espoir, mais voilà. Mais deux, même si on y arrive, ok, cette température, elle va quand même augmenter. Ce niveau des eaux, il va quand même augmenter. Donc ici, la version optimiste. Ok, on arrive à limiter à 2 degrés en 2050. Ok, c'est-à-dire que ça, on y arrive. On y arrive. Version optimiste, on y arrive. Et ben, qu'est-ce qu'on voit? La température, elle continue quand même à monter. Hein, et c'est le temps long. Hein, ici, vous voyez que le 2100, ben, elle va monter jusqu'à 2100, mais elle va encore monter après. Ok, la température moyenne, elle va encore monter après. Ça veut dire que on est de toute façon parti pour des milliers d'années d'augmentation de la température. Ok, on est de toute façon parti pour des milliers d'années de montée des eaux. Hein, et pour information, il y a 70 mètres de réserve. Hein, donc l'eau, elle va monter de 70 mètres sur des milliers d'années. Ok, c'est pas demain, hein, mais sur des milliers d'années, elle va le faire. Voilà. Euh, et ça, ben, c'est parce que simplement ben, la température qui augmente et le CO2, hein, il est largement capté par les océans, mais quand on va voilà, arriver à diminuer ce qui maintenant fait accumuler la température et du CO2 dans les océans, ben, ça va se mettre à le relâcher tout doucement, et il va y avoir toute une série de systèmes qui vont se mettre en route hein, au niveau des, des systèmes d'emballement. Voilà. Hein. Il y a toute une série de poches de carbone qui vont continuer à automatiquement se, se répartir dans l'atmosphère. Voilà. Bon, alors ça c'est pas une bonne nouvelle. Hein, et donc ici, hein, voilà, on voit l'horizon 2100 ici du GIEC, hein, voilà, et il dit, mais dans le meilleur des cas, hein, meilleur des cas, vous voyez ici très faible, dans le meilleur des cas, eh ben, on va avoir régulièrement des canicules comme on a eu récemment. Dans des cas plus probables, eh ben, on va continuer à avoir une hausse jusqu'en plus de 2100. Voilà. Euh, et ça c'est si on arrive à respecter ce qu'on a dit qu'on allait faire hein, et à côté duquel on passe déjà. Ok. Donc, euh, bon, pas bonne nouvelle. Deuxième mythe, hein, celui de la transition énergétique. Alors, on entend souvent, voilà, on va faire des innovations technologiques qui vont nous permettre hein, de passer vers une transition, etc. Alors, la première chose qu'il faut bien comprendre au niveau de cette transition énergétique, c'est que par rapport aux réserves de pétrole, de gaz, enfin d'énergie fossile, il faudrait en laisser 80% sous terre. Ok, ça c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Hein. On a dit ouais mais on va arriver au sommet. Hein. On arrive aujourd'hui au sommet de la production de toutes ces énergies. Hein. Il y a une dizaine d'années hein, pour certaines, dans 10 ans pour d'autres. Mais voilà, grosso modo, on est au pic d'extraction de toutes ces énergies fossiles. Mais au-delà de ça, il faudrait, on va pas devoir diminuer simplement au rythme où elles sont disponibles, il faudrait arriver à en laisser 80% sous terre. Donc ça c'est important. Euh, voilà. La deuxième chose, c'est que au niveau de toutes ces innovations technologiques sur lesquelles repose la transition énergétique, hein, que ce soit les barrages, les éoliennes, les voitures électriques, les panneaux solaires, mais tout ça nécessite du pétrole. C'est-à-dire que aujourd'hui, on arrive à faire tout ça, mais on arrive à faire tout ça avec du pétrole. Ok. Donc, les panneaux solaires, il y a du pétrole dedans.
Les éoliennes, il y a du pétrole dedans. Donc on arrive à construire des panneaux solaires avec du pétrole, mais on n'arriverait pas à construire des panneaux solaires avec des panneaux solaires. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne pas pour le moment. On n'arrive pas à construire des éoliennes avec des éoliennes. Ça fonctionne pas non plus. Ok. Euh, et donc ça, c'est juste pour mettre le focus sur les choses qui nous permettraient de faire cette transition énergétique. Hein. Mais tout le reste aussi dépend, hein, notre production de nourriture, notre santé, mais tout ça, hein, dépend aussi du pétrole. Hein. Pour faire court, aujourd'hui on a l'équivalent de 400 esclaves, donc on utilise en énergie l'équivalent de ce que pourrait produire 400 esclaves en énergie. Hein. Chaque fois qu'on utilise un appareil, un chauffage, un mode de déplacement, etc. etc. Ok, donc ça, il faut bien comprendre que la transition énergétique, on va pas pouvoir y arriver. La seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est freiner un petit peu le taux auquel on va devoir se priver de tout le luxe qu'on a aujourd'hui. Ok. Donc ça c'est important. La décroissance arrivera de toute façon. Ok. Et sur les précédents, là, l'économie régénératrice et tout ça, il décrivait une manière de le faire volontairement. Ici, il ne s'agit pas d'une manière de le faire volontairement. Hein. Ça, on va y être obligé via des crises, via des effondrements et voilà, on va le faire de la manière difficile. Hein. Parce que qu'est-ce qui se passe derrière une exponentielle? Hein. Donc notre croissance, elle a été exponentielle. Alors, si dans les années 70, hein, je sais que c'est voilà, c'est un peu de si jamais on l'avait fait, on l'a pas fait, hein, mais si jamais dans les années 70 on avait réussi à prendre en compte les découvertes qui ont été faites par le rapport Midao et qu'on avait ralenti notre croissance, on aurait pu finalement arriver avec notre niveau de vie, à le plafonner à un niveau acceptable et à continuer. Hein, hein, ces courbes-là, elles viennent de descriptions de lapins, hein, qui voilà, ont une prairie et utilisent les ressources de cette prairie. Hein. Et donc s'il y a une espèce de, de contrôle des naissances et de la consommation par personne, eh ben, il y a moyen d'arriver à consommer ce que peut nous produire entre guillemets la Terre. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que on a un overshoot, hein, donc cet overshoot D, donc on dépasse la consommation que peut nous donner la prairie de manière renouvelable. Hein, et donc si dans les années 90, on avait décidé, hein, quand on a commencé à dépasser cette consommation, de la réduire, on aurait pu avoir, hein, un effet avec une espèce de petite vague comme ça où on redescend en dessous. Hein, mais on voit que le fait d'avoir voilà, consommé trop, ben, ça se paye après. Hein, ça veut dire que la régénération elle devient moins bonne, hein, de manière métaphorique avec notre prairie de lapin. C'est comme si voilà, le fait d'avoir rasé toute l'herbe fait qu'elle pousse moins bien après. Voilà. Et alors, si on le fait aujourd'hui, hein, 2020, c'est 2020, on est déjà en 2023, mais voilà, soit, hein, si on y arrive aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que on va avoir une réduction de notre niveau de vie qui va être bien inférieur. Donc c'est ça, un collapse au niveau de la production, de ce qu'on va pouvoir faire, mais aussi un collapse au niveau de la population. Ok. Donc ça, c'est un petit peu le scénario Mad Max. Ce qui nous attend, en tout cas au minimum, c'est un large changement civilisationnel. Très très bien. Bon, alors, euh, comment est-ce qu'on réagit à ça, hein? La collapsologie, c'est voilà, c'est de se demander comment est-ce qu'on peut réagir à ça. Et la première chose, c'est ne pas céder à la première loi de la jungle, qui serait théorie Mad Max. Voilà. On voit qu'on peut choisir une autre loi de la jungle, qui serait la collaboration, et que ces collapsologues, ce qu'ils estiment le plus efficace, c'est de préparer ce qu'on appelle les îlots de résilience. Ok, ça avait déjà été proposé par Denis Meadows.
Ok, c'est de voilà, essayer de créer des communautés, hein. La taille est discutable, hein, probablement plusieurs centaines à plusieurs milliers de personnes, mais qui soient résilientes et qui fonctionnent en réseau, hein, via une certaine forme de collaboration. Bien. Hein. Et donc ça, ce serait plus efficace que la compétition, hein. Donc ça, c'est voilà, c'est un peu la bonne nouvelle, hein, un peu, c'est de se dire que ben voilà, on doit développer notre collaboration, hein. Pour pouvoir développer notre collaboration, trois choses sont indispensables: le sentiment de sécurité, le sentiment d'égalité et le sentiment de confiance. Ok. Ça pourrait nous mener à transformer toute situation de compétition, hein, dans une innovation qui mènerait vers une certaine forme de coopération. Ok. Et voilà, ça c'est ce que nous proposent les collapsologues. Hein. Hein. Donc finalement, le principe, ce serait de dire un réseau, hein, comme vous voyez à droite, est quelque chose de ce qui sera beaucoup plus résistant que quelque chose de hiérarchique et de tous connectés vers un seul pouvoir décideur. Ok, hein, et donc d'amener finalement une redondance de ces liens qui augmenterait la probabilité de disponibilité des ressources et des informations à chacun des endroits du système. Voilà, quand même un certain nombre de défis à ce niveau-là aussi. Hein, donc, les collapsologues se disent le collapse est inévitable, même si on arrive à le faire. Ok, qu'est-ce qu'on en fait? Il est évident, ok, j'aime bien cette phrase, il est évident qu'il n'est pas trop tard pour éviter que ce soit pire encore. Si on ne fait rien aujourd'hui, le crash derrière l'exponentielle sera encore pire. Il peut même nous mener jusqu'à l'extinction humaine. Ok. Donc voilà, les collapsologues ne disent pas il y aura extinction humaine. Ils ne disent certainement pas non plus il c'est plus la peine de rien faire parce que de toute façon il y aura extinction humaine. Non, toute chose qu'on peut faire aujourd'hui limitera l'ampleur de la catastrophe, ok, de manière conséquente. Et donc, le message du collapsologue, c'est de se dire ça vaut la peine de se battre et il faut se battre le plus vite possible et de la manière la plus conséquente possible aujourd'hui. Voilà. Donc, ce qu'on nous dit aussi avec la collapsologie, c'est que puisque le faire de manière volontaire sera forcément trop lent, et même si le faire de manière volontaire sera conséquent, on aura quand même toute une série de crises. Et ces crises, on l'a vu avec le Covid, hein, facilitent certains types de changements. Et il faut favoriser les bons changements, c'est-à-dire maintenir évidemment tout ce qui est démocratique et collaboratif, et absolument contrer les dérives autocratiques et autoritaires. Okay. On voit souvent qu'il y a augmentation, hein, dans tous ces phénomènes d'extrême droite et de ces discours de bouc émissaire, et ceux-là, il faut vraiment, ça va être un défi de les contrecarrer, histoire de maximiser les démarches collaboratives qui, on le sait, sont plus résilientes. Substituer la collaboration à cette culture de compétition et d'individualisme qui sont créés dans l'abondance. Ok, on sort de plus de 2 siècles d'abondance, hein, en tout cas un, hein, et ben voilà, il faut voilà, arriver à une certaine passer à des mécanismes de collaboration. Il y a des belles explorations qui sont faites au niveau de l'éco-psychologie, ok, hein, et qui montre que l'inéquité est vraiment un facteur aggravant de l'effondrement. Ok. Il faut comprendre que une répartition équitable et un sentiment d'équité sont indispensables à cette résilience. Voilà. Euh, Autre défi, troisième défi, être capable d'attaquer nos propres comportements. Ok, c'est une guerre vis-à-vis de nos propres routines, hein, et voilà, c'est quelque chose c'est difficile il y a toute une série de choses, même si on a conscience de toutes ces choses-là, hein, on a toute une forme de réflexe de par notre culture, des réflexes culturels, mais aussi des réflexes comportementaux. Ok. Et donc voilà, ça, modifier ses comportements, c'est plus que faire changer les mentalités.
Voilà. Euh, Mettre en place un modèle d'optimisation économique de sobriété, ok, hein, du profit, on doit passer à des mécanismes qui augmentent la robustesse, la flexibilité, hein, qui seront des composantes essentielles de la stratégie. Il y a toute une exploration à faire au niveau du low-tech, là, que certains sont en train de faire, qui est très intéressante. Hein, et développer ces structures îlots résilients. Hein. On voit des choses style permaculture, hein, toujours dans la mouvance qui avait été inventée dans les années 70, mais il y a des choses qui se développent aujourd'hui, expérimentales, qui doivent voilà, être développées plus en avant. Ville en transition, moi, ce sont des exemples donnés par le film Demain que vous pouvez regarder, hein, qui est assez hein. Et finalement, un truc que moi je trouve assez important, c'est de faire de cet apocalypse, hein, parce que c'est une apocalypse, un happy collapse. C'est montrer que dans ce changement civilisationnel, il y a des choses qui vont être positives et qui vont donner envie. Il va y avoir une augmentation des liens entre humains et des liens entre espèces vivantes. Il va y avoir un développement de ce qui est les plaisirs lents, les plaisirs contemplatifs, et ça doit vraiment être mis en avant parce que on ne va pas vendre ce changement avec des privations et qui sont inévitables hein, sur toute une série Mais bon, il faut montrer, voilà, je pense qu'il y a toutes des choses desquelles on peut avoir envie. Je veux dire, par exemple, moi j'ai fait l'effort d'augmenter ma pratique du vélo et finalement je me suis rendu compte qu'il y avait toute une série de choses positives avec cette pratique du vélo, le fait de se sentir mieux, moins stressé, de pouvoir profiter de l'air, de pouvoir parler au feu rouge avec son voisin, etc., etc. Et tout ça, c'est des choses positives qu'il faut mettre en avant et qu'il faut découvrir. Voilà, hein, créer une construction collective hein, que les gens désirent plus que de consommer, ça c'est quelque chose d'important. Voilà, et tout ça sans céder au déni, bien sûr, hein, parce que ça c'est une partie de la population pour l'instant se dit ouais mais ça n'existe pas ou j'y pense pas parce que c'est trop stressant, ok. Et donc il faut assumer sans déprimer aussi que certains ne bougeront qu'au dernier moment, voilà. Hein, on voit que au moment des canicules, au moment des inondations, au moment des Covid, au moment où le prix des gaz augmente, là ça bouge un petit peu, mais voilà, il faut assumer que certains ne bougeront qu'à ce moment-là et continuer à trouver la force de bouger aujourd'hui quand, entre guillemets, toutes les choses ont l'air d'aller bien au niveau de nos sens, hein, mais voilà, simplement avec notre boule de cristal, aussi imparfaite soit-elle. Voilà, si vous voulez vous renseigner un petit peu plus, renseignez-vous un petit peu plus. Le minimum, c'est de lire le rapport du GIEC. Ça fait que quelques pages, hein, ça c'est le minimum. Euh, Moi, je vous pousserai à rentrer dans d'autres lectures. Je vous en ai mis quelques-unes ici. Euh, voilà, le Shift Project, ça c'est quelque chose de bien. Ça nous montre comment est-ce qu'on peut arriver hein, à refaire cette réduction de 5% par an. C'est pas mal. L'éco-psychologie, ça permet ralentir ou périr. Enfin, c'est tout des, voilà, c'est tout des ouvrages collectifs. Hein. J'ai mis Jean-Marc Jancovici, hein, mais The Shift Project, c'est un ouvrage collectif, c'est un think tank. Mais c'est Jean-Marc Jancovici, c'est leur porte-parole, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc ça sont tout des choses qui valent la peine d'être lues pour prendre conscience, mais aussi pour voir ce qui doit être fait pour y arriver. Hein. Et ça, c'est important. Ça va faire mal, mais on doit s'y mettre maintenant et voilà. Euh, euh, Ça c'est le message derrière cette petite présentation. Très très bien. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et ben très bientôt. À très bientôt pour de nouvelles aventures.